Il y a encore quelques places libres, hein, n'hésitez pas à vous asseoir, non? Quel succès? Oui, celui-là, une fois. Je vais d'abord introduire. Ouais. On va dire qu'on commence dans une minute. On commence? Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde, m'entend? je, je vous propose qu'on commence cet atelier. Il est 10h35. Enfin, qu'on puisse commencer à l'heure et rester dans le timing. Il y a encore quelques personnes qui vont s'installer, mais c'est pas grave, on va commencer. Donc je vais me présenter. C'est pas poli, mais je commence par moi puisque j'ai le micro. Donc je m'appelle Nicolas Perron. Je suis le directeur des programmes d'une association française qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort. Et nous avons proposé aux organisateurs du Forum Normandie pour la paix d'organiser un débat aujourd'hui qui s'intitule Abolition de la peine de mort, un impératif pour la paix mondiale. Ce débat s'inscrit notamment dans le cadre du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, puisque comme vous le savez, je suppose, la France a aboli il y a 40 ans, le 10 octobre 1981, à l'initiative du président d'honneur de notre association, qui est Maître Robert Badinter, que vous connaissez peut-être, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et avec Robert Badinter, depuis l'abolition, nous travaillons sur le terrain, nous essayons de lutter pour qu'un jour, on arrive à ce qu'on appelle l'abolition universelle de la peine de mort, c'est-à-dire que tous les pays du monde puissent enfin arriver à supprimer cette peine, qui est donc une sanction prononcée légalement par un tribunal d'un pays donné, parce que la peine de mort est prévue dans le code pénal d'un pays. Donc, on est bien d'accord que c'est donc bien différent de ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires, qui sont des exécutions réalisées sans décision de justice. Donc là, c'est ce dont on va parler ce matin. Le CPM est donc une ONG française, nous travaillons sur le terrain, nous organisons tous les 3 ans le Congrès mondial contre la peine de mort, et nous travaillons avec la jeunesse, nous essayons de la mobiliser, donc de vous mobiliser, pour raconter ce qu'est la peine de mort, le nombre de pays qui les pratiquent encore, et comment vivent les condamnés à mort sur le terrain. Je vais vite donner la parole à nos intervenants. Donc vous voyez sur la scène, on a 4 intervenants. Nous avons d'abord Madame Jeanne-Emmanuelle Hutin qui va prendre la parole en premier, qui est journaliste éditoriale au journal Ouest France. On y reviendra. Ensuite, je donnerai la parole à Maître Richard Cédillo, qui est avocat, qui est porte-parole de CPM et qui surtout défend plusieurs condamnés à mort dans le monde, dans différents pays du monde. Donc il va vous raconter comment ça se passe, comment on travaille en tant qu'avocat, défenseur de condamnés à mort dans des pays où c'est extrêmement difficile de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et enfin, on va finir par 2 témoignages vraiment exceptionnels, 2 personnes qui nous ont fait l'honneur de venir de loin pour vous rencontrer et vous expliquer leur histoire. En premier lieu, nous aurons l'honneur d'écouter M. Cheikh Mektir, excuse-moi pour la prononciation, qui est à mes côtés, qui est mauritanien et qui a été condamné à mort en Mauritanie et qui, fort heureusement, est sorti. Et donc, est maintenant avec nous, il vit en France et il va vous raconter son histoire. Il va vous raconter ce qui lui est arrivé, comment ça s'est passé. Donc d'avance, ce sont des moments un peu parfois douloureux pour les personnes lorsqu'ils racontent. Donc je compte sur vous pour bien écouter et essayer de ne pas faire trop de bruit pour les laisser s'exprimer convenablement.
Et enfin, on va finir par le témoignage de Madame Antoinette Chahine, qui est à mes côtés, qui est originaire du Liban et qui également a été condamnée à mort, qui a été innocentée et libérée, et qui maintenant parcourt le monde avec ECPM depuis sa libération pour raconter son histoire et essayer de combattre à nos côtés sur la question de l'abolition universelle de la peine de mort. Et à la fin, on va laisser un temps pour que vous puissiez poser des questions aux différents intervenants. Donc j'espère au moins 30-40 minutes de questions. Et donc il ne faudra pas hésiter à les poser. Je vais vite donner la parole à Madame Jeanne-Emmanuelle Hutin, qui est journaliste à Ouest France, comme je l'ai dit, qui va surtout nous parler de l'abolition de la peine de mort en France en 1981, comment ça s'est passé, puisque comme je l'ai dit, on célèbre en ce moment le 40e anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très difficile, très douloureux encore aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on commence cette rencontre en ayant une pensée pour le jeune photographe afghan Murteza Samadi, qui vient d'être condamné à mort par les talibans pour avoir couvert une manifestation qui était hostile aux talibans. Et puis je voudrais que l'on pense aux plus de 2000 personnes condamnées à mort dans le monde et qui attendent leur exécution. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en France, la peine de mort, il y a 40 ans, comme vous le disiez Nicolas, ça paraît quand même assez vieux. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Mais vous voyez bien que dans le monde, c'est une question qui se pose encore avec la même intensité. Et je pense que c'est très important de penser à eux. L'abolition de la peine de mort fut en France la suite d'un long combat que les abolitionnistes ont mis dans le droit fil de l'abolition de l'esclavage et de l'abolition de la torture. Ce combat a commencé très tôt. En 1791, pendant la Révolution, il y eut un grand débat autour de la peine de mort. Finalement, elle ne fut pas abolie et son existence permit à notre pays d'entrer dans cet épisode bien peu glorieux de la terreur qui fut un drame pour le pays. Au XIXe siècle, des hommes, et pas des moindres, l'ont combattu. Je ne vous en citerai que deux, mais très célèbres et que vous connaissez certainement. Lamartine, voici ce qu'il disait. « Ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre, c'est la vie qu'il faut apprendre à respecter. » Et puis Victor Hugo, très célèbre aussi, il disait « Le sang se lave avec les larmes, non avec le sang. » Et il déclara en 1848 aux députés la chose suivante. Le XVIIIe siècle, et c'est la partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas, demain, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront. Mais il fallut attendre près d'un siècle et demi pour que cela rentre en pratique. En 1981, comment était-on en France sur cette question ? Eh bien, il faut savoir que les années précédentes, il y avait eu des crimes abominables. Il y avait eu au moins 3 exécutions capitales. Une large majorité des Français étaient pour la peine de mort. Et la France était le dernier pays de la communauté européenne de l'époque à pratiquer la peine de mort pour les crimes de droit commun. Alors on m'a demandé de me pencher un peu plus sur le rôle des médias et en particulier sur le rôle de Ouest France. Alors je me suis repenchée sur le fondateur de l'association qui nous reçoit aujourd'hui et Robert Badinter a écrit à ce sujet. Ce rôle a été considérable car à l'époque, peu de médias étaient pour l'abolition de la peine de mort, mais dans ceux qui étaient pour l'abolition de la peine de mort, Ouest France se distingue par la continuité de ses engagements, par la fermeté de ses convictions abolitionnistes, tout particulièrement les articles de François-Régis Hutin au moment des procès clés. Et il explique pourquoi. Il avait une grande conscience du caractère sacré de la vie humaine, tellement bafoué au XXe siècle. Cet engagement, Ouest France fut l'un des premiers à le tenir en France. Il remonte à 1963. Et au total, ce sont plus d'une centaine d'articles qui auront été écrits au cours de ces décennies. C'était un engagement à contre-courant complet de l'opinion publique de l'époque.
ce qui donna lieu à des débats houleux, à des échanges nombreux, mais aussi à des menaces personnelles. Alors pourquoi risquer un tel combat ? Eh bien, je vais vous lire un extrait d'un de ces articles de 1963 au sujet d'un supplicié de 17 ans. C'était un jeune noir américain qui avait commis un crime contre un blanc à l'âge de 15 ans et qui, à 17 ans, fut exécuté. Et voici ce qui est écrit à cette époque. Finalement, cela ne change rien au scandale que constituerait cette exécution. Scandale d'autant plus odieux que la jeunesse du condamné est plus grande. Cette jeunesse nous fait plus que jamais prendre conscience de l'horreur de la peine de mort, survivance barbare ou exutoire honteux, donné de temps à autre à l'esprit de cruauté qui sommeille dans nos sociétés dites civilisées. Quelle est donc cette justice qui va jusqu'à décider la mort d'un adolescent qui n'était qu'un pauvre gamin égaré quand il commit son crime ? Quelle est donc, sinon une atroce caricature de la vraie justice dont nous rêvons tous ? Une fois de plus, c'est la question de la peine de mort qui est posée à l'opinion publique des pays qui ne l'ont pas encore abolie. Quand donc viendra l'heure de sa condamnation universelle, qui relèguera au musée des horreurs tous les instruments de supplice, symbole de ce qu'il y a de plus arriéré dans notre civilisation. Et donc, vous voyez bien que ceux qui combattaient la peine de mort condamnaient cette résurgence barbare de l'instinct de vengeance. Mais il y avait d'autres arguments, car cette peine de mort était irréversible. Or, il y avait des doutes parfois sur la culpabilité des condamnés, voire même certains qui avaient été condamnés en France n'avaient pas commis de crime. C'était le cas de Bontemps, qui n'avait pas tué et qui fut condamné à mort parce qu'il avait été complice d'un criminel. Il y avait le hasard aussi qui jouait dans les procès. Une affaire fictive fut jugée dans 5 départements. Seul un prononça la peine de mort. Vous voyez ce rôle ? Enfin, était-ce un châtiment exemplaire ? Est-ce parce que l'on exécute un condamné que les autres ne vont pas se livrer à des actes abominables ? Faux également, rappelaient les abolitionnistes. Un exemple très simple, le crime abominable commis par Patrick Henry. Il était dans le cortège de ceux qui criaient « à mort Bontemps », un criminel plutôt. Ça ne l'a en rien dissuadé. Donc tous ces arguments qui disaient que la peine de mort, c'est une pédagogie, ça empêche la récidive, ça dissuade à l'épreuve des faits, c'était inexact. Et puis il y avait un autre point, c'est que la peine de mort, elle ne rend pas la vie à la victime. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ? Eh bien ce qu'on voyait beaucoup, c'était quand même un certain désir de vengeance qui l'emportait sur la justice. Et dans ce cas, écrivait François-Régis Hutin, la peine de mort n'est plus envisagée comme dissuasive, mais uniquement comme punitive et vengeresse. Et dans ce cas, est-ce que la justice est toujours la justice ? Il écrivait, malgré l'abomination du crime, il ne faut pas que le sang appelle le sang. Finalement, la peine de mort nous met en face d'un choix de société. Une société qui intègre la vengeance ou une justice qui reste un principe inaliénable. Et puis il y a quelque chose quand même, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous êtes en pleine croissance. Est-ce qu'on peut réduire un homme à ses actes ? Est-ce qu'il n'y a pas en lui quelque chose de plus fort qui peut faire en sorte qu'il s'améliore et qu'il devienne ensuite lui-même un témoin de la lutte contre la violence ? Finalement, en appliquant la peine de mort, écrivait François-Régis Hutin, la vie n'est pas considérée réellement comme un absolu, comme quelque chose de sacré. Et c'est là où on arrive au point fort de son argumentation et au point fort de la raison de l'engagement de Westrance. Et je vous le cite, c'est la notion de la dignité de la personne humaine. Il y a en l'homme, écrivait-il, en tout homme, quelque chose qui le dépasse, qui nous dépasse et qui fait qu'il est plus que ce que nous en voyons. Il y a au fond de chaque homme une petite flamme qui veille, quel que soit ce qu'il ait fait. Et nous n'avons pas le droit de l'éteindre. Tout cela a 3 conséquences. Aucun être humain ne peut décider de mettre un terme à la vie de son semblable.
Et l'on pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que tout homme peut se transformer et que la société ne doit désespérer d'aucun de ses membres. On n'a pas le droit de dire au nom de quoi on peut dire que quelqu'un est irrécupérable. Et puis il y a une autre question qui est ouverte, c'est celle du pardon. Le pardon, c'est pas oublier. Le pardon, c'est pas effacer. Le pardon, c'est pas excuser. Et je le cite encore, le pardon qui se donne même à celui qui ne le demande pas et qui, donné gratuitement, révèle à l'ennemi, au criminel, au méchant, que la bonté, ça existe. C'est regarder en face celui qui a fait mal et en même temps, c'est ne pas le réduire à ce qu'il a fait. Vous voyez qu'il a fallu 150 ans en France pour arriver à abolir la peine de mort et qu'aujourd'hui, elle est encore appliquée dans le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'engagement de Ouest France se poursuit pour l'abolition universelle. Voilà, je repasse la parole. Mais merci beaucoup pour ces propos très intéressants qui nous ont permis... Oui. Merci. Avant de laisser la parole à mes collègues, j'aurais une question un petit peu plus personnelle. Si vous pouvez répondre assez rapidement. Vous avez donc parlé de l'histoire de l'abolition en France, du combat abolitionniste et de l'abolition il y a 40 ans, en 81. Sauf erreur de ma part, en 81, vous étiez étudiante. Est-ce que vous pouvez nous dire, notamment pour les jeunes qui sont présents ici, comment était l'ambiance à l'époque et quels souvenirs vous avez de cette période si particulière? Alors moi, j'ai deux souvenirs. Un souvenir d'enfance. En fait, mon père recevait des lettres anonymes en lui disant « Ouais, tu te bats pour la peine de mort, mais si ça arrive à tes gosses, qu'est-ce que tu diras? Fais gaffe !» Et donc, il y avait des moments dans notre enfance où on nous disait « Écoutez, on vous conduit à l'école et surtout, vous ne sortez pas, on viendra vous chercher. » Donc, voilà, c'est le premier souvenir qu'on a compris que plus tard, parce qu'on ne voulait pas trop nous affoler, mais c'est après on a compris. Et le deuxième souvenir, c'est j'étais peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, j'avais 15 ans. C'était au moment d'un procès abominable, je ne sais plus si c'était Bontemps ou Patrick Henry. Et j'arrive en classe, donc une classe comme les vôtres, et là, tout le monde se met à hurler. Ah, mort, en tapant sur les tables, en soulevant les tables. Et là, je me souviens très bien que je suis intervenir pour dire, écoutez, ça suffit, c'est pas comme ça qu'on peut régler le problème, ça rendra pas l'enfant qui a été tué, ça ne fera rien. Mais c'était vraiment bien peu à côté du combat de tous les autres, et en particulier à côté du combat qui va vous être raconté maintenant par nos témoins. Merci beaucoup pour ces propos. Je vais donner la parole maintenant à Maître Richard Célio. Je le disais tout à l'heure, il est avocat, il est défenseur de condamnés à mort dans le monde. Il va vous l'expliquer mieux que moi. Et surtout, il parcourt le monde depuis un grand nombre d'années pour combattre et pour combattre cette sanction, ce châtiment cruel et pour essayer de faire avancer les choses. Donc ma première question, ce serait, Richard, si tu peux nous dire un petit peu, toi qui as une expérience si grande à l'international, nous faire un petit panorama de la situation actuelle de la peine de mort dans le monde et surtout pourquoi, selon toi, les pays qui continuent de la pratiquer continuent d'avoir recours à cette question de la peine de mort. Quels sont les principaux blocages à l'heure actuelle? Merci Nicolas. Alors, en matière internationale, il y a un premier constat à faire qui, à mon avis, est essentiel. C'est le lien absolu entre la démocratie et l'abolition. Plus un pays est démocratique, plus il est attaché à l'abolition. Et je m'interroge parfois sur le point de savoir s'il existe encore une véritable démocratie qui pratique la peine de mort. Si on considère que les États-Unis sont une démocratie, la question, à mon avis, peut se poser, car quand on entretient une prison parfaitement illégale à Cuba, quand on déclare des guerres qui le sont aussi, la question peut se poser, mais on va dire que les États-Unis sont un pays en voie de démocratisation, loin tout de même des démocraties telles que nous les connaissons en Europe, de sorte que ce pays pratique encore la peine de mort. Autre exception, le Japon. Il est très surprenant que le Japon continue à la pratiquer, surtout que, vous le savez, le Japon a une culture d'un immense raffinement, ce qui est tout à fait paradoxal avec la pratique
d'un châtiment encore barbare, et alors que les couloirs de la mort au Japon sont des antichambres de la mort parfaitement sordides. Je me souviens avoir parlé avec un ancien condamné à mort japonais qui avait été libéré des années et des années après sa condamnation parce qu'on s'était rendu compte qu'il était innocent et qui nous avait expliqué que pendant la période passée dans le couloir de la mort, il ne pouvait rencontrer qui que ce soit, ni sa famille, ni même son avocat, et que tous les condamnés étaient maintenus dans l'ignorance totale de la date de leur exécution. Vous imaginez un peu la souffrance. Un jour, ils apprenaient que l'un d'eux allait être condamné, mais ce matin-là, ils ne savaient pas lequel. Autre exception peut-être l'Inde, qui est tout de même un pays qui pratique une certaine forme de démocratie et qui continue aussi étrangement, et de façon parfois un peu opaque, à pratiquer la peine de mort. Mis à part ces pays, et peut-être éventuellement quelques petits pays des Antilles qui ne pratiquent pas la peine de mort mais qui ne l'ont pas abolie, on constate qu'il y a quand même un lien très très étroit entre la démocratie, la liberté d'une part, et l'abolition d'autre part. Alors quels sont les points noirs ? Évidemment les États américains qui continuent à la pratiquer, mais ils sont fort heureusement de moins en moins nombreux, et les Américains sont très gênés par le fait qu'on les associe à des pays qui ne sont pas des parangons de liberté. Ce qui les gêne beaucoup, ce n'est pas tellement qu'on pratique la peine de mort, mais c'est que lorsqu'on publie la liste des pays qui la pratiquent encore, ils sont les voisins de tout un tas de dictatures à travers le monde. Et lorsqu'on leur pose la question, car je l'ai fait moi plusieurs fois à des colloques, mais finalement, préférez-vous être sur la liste sur laquelle figurent la Suède, la France, l'Espagne, l'Italie et tant d'autres pays qui ont aboli, ou d'être sur la liste des pays sur laquelle figurent l'Iran, l'Irak, l'Égypte, etc., les Américains sont tout de même assez gênés. Ils sont également gênés parce qu'ils se sont rendus compte, évidemment, que de très nombreuses enquêtes, particulièrement précises, qui ont été menées par des universités notamment, ont pu permettre de se convaincre de l'innocence de nombreux condamnés et de certains qui ont été exécutés. Et ça gêne beaucoup les Américains parce qu'ils sont les seuls à le penser, mais ils continuent quand même à penser assez bizarrement que leur système judiciaire est un bon système. Et alors ils sont assez embarrassés parce que c'est assez paradoxal d'admettre qu'on a une bonne justice quand on envoie à la mort des innocents. Le point noir, évidemment, c'est le monde musulman. Je reprends là la phrase de Robert Badinter, c'est lui qui le dit. L'immense difficulté, c'est le monde musulman. Parce qu'on voit bien qu'il y a des obstacles qui sont souvent très irrationnels, incompréhensibles. Moi, j'ai tout entendu sur les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas abolir dans les pays musulmans. Alors, j'ai beaucoup d'amis musulmans, y compris certains qui exercent de hautes fonctions doctrinales et qui ont donc une parfaite connaissance du Coran. Il n'y en a pas deux qui me disent la même chose. Alors, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Un jour en Mauritanie, alors que je plaidais contre la peine de mort, dans un procès assez étonnant au milieu du désert, un ami mauritanien, ayant de très très grandes connaissances religieuses, m'a dit « Le Coran n'exclut pas la peine de mort, mais les conditions pour les prononcer sont tellement strictes que dans la pratique, on ne peut plus la prononcer. C'est-à-dire qu'on admet la peine de mort uniquement si celui qui a commis un crime l'a commis gratuitement, s'il n'a aucun trouble d'esprit, s'il a été parfaitement heureux toute sa vie, s'il n'a jamais eu de problème d'argent. Bref, l'hypothèse impossible, parce que celui qui donne la mort est souvent soit malheureux, soit malade, soit... Bon. Alors, j'ai entendu diverses hypothèses et tout à l'heure, nous entendrons notre ami qui en parlera, évidemment, parce qu'il connaît bien mieux que moi les difficultés qu'on rencontre en Mauritanie.
Mais on voit bien qu'il y a une pression, si vous voulez, exercée par certaines autorités religieuses qui prétendent, je dis bien qui prétendent, je ne suis pas un spécialiste, mais que le Coran ne permettrait pas l'abolition. De sorte qu'il y a vraiment dans le monde musulman un réflexe religieux qui interdirait l'abolition et qui, évidemment, confinant à l'irrationnel, rend les choses extrêmement difficiles, vous comprenez. Quand je plaidais en Mauritanie, justement, dans ce procès, nous évoquions la question de la torture de ceux qui étaient jugés. Et plaidant justement sur un point technique à propos de la torture, le président m'a dit, de toute façon, un homme torturé reste un homme. Alors, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et de toute façon, tu ne connais pas le Coran, donc tu ne peux pas parler. Et donc, on est confronté à un obstacle, si vous voulez. Parce qu'on est avocat, on a des arguments qui tiennent notamment à l'application du droit international humanitaire, mais on nous dit, non, c'est pas la peine. Parce que de toute façon, tu ne connais pas le Coran, et le Coran ne dit pas ça. Et effectivement, on ne peut pas répondre. Parce que si on tente de répondre, on dit, non, mais attends, toi, tu es chrétien, donc tu viens d'un pays chrétien, donc tu n'y connais rien. Alors vous voyez, ça rend les choses complètement irrationnelles et impossibles. Du coup, on ne peut plus discuter. Donc moi, j'espère qu'on va réussir à lever cet obstacle. J'espère vraiment que le monde musulman va faire à cet égard son aggiornamento, va renouveler sa pensée, parce qu'il y a de très très grands intellectuels dans le monde musulman, des gens d'une intelligence remarquable, parmi lesquels j'ai de très très bons amis, j'y suis extrêmement attaché. Vous avez compris que mon propos n'est pas une critique à l'égard des musulmans, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a, pour ECPM, je suis allé il y a quelque temps faire une formation au lycée français de Nouakchott. Et on a eu une discussion. Et au lycée français de Nouakchott, il y a bien sûr beaucoup de petits Français. Et il y a aussi beaucoup de petits Mauritaniens. Donc on a eu toute une discussion sur l'abolition. Et à la fin de la discussion, j'ai demandé quels étaient ceux qui étaient favorables à la peine de mort et celles qui ne l'étaient pas. Et avec les professeurs, on a remarqué que tous les petits Français étaient favorables à l'abolition et que tous les petits Mauritaniens ne le disaient pas. Peut-être que certains l'étaient, mais on voyait bien qu'ils ne voulaient pas le dire. Donc il y a un blocage, mais voilà, ce blocage est compliqué à lever parce qu'il touche à la religion, et tout ce qui touche à la religion, vous le savez, est parfois difficile à lever. Voilà une très très brève situation, Nicolas, sur... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour compléter, il y a aussi quand même une bonne dizaine de pays à majorité musulmane qui ont aboli la peine de mort. Donc il y a quand même des choses qui sont possibles dans cette zone. Et dans le monde, donc on a coutume de dire que quand la France a aboli la peine de mort, il y avait à peu près 2/3 des pays du monde, donc il y a 40 ans, qui pratiquaient la peine de mort, c'est-à-dire qu'il y avait recours à des exécutions régulièrement. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. 2/3 des pays du monde ne la pratiquent plus. Ça veut dire qu'il y a eu une progression sur les 40 dernières années qui est absolument considérable. On dit souvent que c'est le sujet des droits de l'homme qui a le plus progressé sur les 40 dernières années. Il y a encore un noyau dur, Richard l'a dit. Aujourd'hui, il y a 52 pays dans le monde qui pratiquent des exécutions. Il y en a 32 qui sont ce qu'on appelle en moratoire. Moratoire, ça veut dire qu'ils ont encore la peine de mort dans le code pénal. Ils continuent de prononcer des condamnations, mais ils ont décidé de ne plus exécuter depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Il y en a 32 qui sont dans ce cas-là. Et il y en a 106 qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, comme la France notamment. Donc voilà un petit peu pour le panorama. On a un stand juste en face dans lequel il y a la carte. Donc vous pourrez la voir de plus en plus visuelle. Avant de donner la parole à nos deux témoins, j'ai une dernière question pour toi, Richard. Donc je l'ai dit tout à l'heure, tu défends plusieurs condamnés à mort dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, en 2021, il faut savoir qu'il y a environ 17 Français, selon nos sources, puisque dans certains pays c'est secret, donc on ne connaît peut-être pas tout, mais en tout cas on sait qu'il y a au moins 17 Français qui sont condamnés à mort dans le monde. 17. Pour plusieurs raisons. Richard, sauf erreur de ma part, tu es l'avocat de 3 d'entre eux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces personnes et sur leur situation et leur perspective en essayant d'être assez bref pour qu'on puisse donner la parole après à nos deux témoins. Merci.
Alors, je suis en premier lieu l'avocat de Serge Atlaoui, qui est condamné à mort en Indonésie. Je suis devenu son avocat après son exécution, après sa condamnation, pardon. Et il était donc déjà dans le couloir de la mort. Et mon travail auprès de sa femme, auprès de ses proches, a surtout consisté dans un premier temps à prendre la tâche des autorités diplomatiques françaises, à voir ce qui pouvait être fait, à travailler en liaison avec un peu la diplomatie française sur place, l'avocat local, et à faire très 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 attention aussi que rien ne soit publié sur lui, parce que nous savions à l'époque que les Indonésiens étaient très attentifs à tout ce qui était publié et ce qui pouvait susciter une critique à leur encontre et qu'ils n'auraient pas supporté. Et puis un jour, on a annoncé à Madame Atlaoui que son mari allait être exécuté. Ces mesures avaient été prises, son cercueil avait été fabriqué et nous en étions à négocier le retour de son corps en France. Il était sur une liste de 12 personnes qui allaient être exécutées. Et alors, on s'est dit là, et en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, évidemment, qu'il fallait exercer une extrême médiatisation parce qu'il fallait jouer le tout pour le tout. C'est ce qu'on a fait avec l'aide d'Ensemble contre la peine de mort, avec l'appui de la diplomatie française. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le ministère des Affaires étrangères. Et on a fait une extrême médiatisation des manifestations publiques, les joueurs de football de l'équipe de Metz qui portaient un t-shirt avec le portrait de Serge. C'était très beau. Il y a eu des artistes qui ont pris fait et cause pour lui. J'ai accepté de répondre à quasiment tous les journalistes sur les plateaux télé, radio, etc. On en a parlé pour attirer l'attention du monde et de la France notamment sur la situation de Serge Atlaoui. Et on l'a sauvé puisqu'il a été le seul à sortir de la liste de ceux qui allaient être exécutés. Aujourd'hui, malheureusement, il est toujours dans les couloirs de la mort. On continue à travailler, évidemment, à avancer un petit peu. Nous pensons très sincèrement que le président indonésien serait prêt à le gracier, mais il a très peur de la montée des islamistes en Indonésie, qui sont devenus très puissants et qui, eux, ne supporteraient pas qu'il soit gracié et en feraient peut-être une raison d'un combat d'arrière-garde, mais qui pourrait encore, malheureusement, séduire la population. Et puis, je défends 2 présumés djihadistes qui sont détenus actuellement en Irak, qui ont été condamnés à mort par l'Irak. Ils étaient détenus en Syrie. Ils font partie de ceux qui ont été transférés dans des conditions très troubles de Syrie en Irak, alors même que tout le monde savait qu'en Irak, ils seraient jugés en 10 minutes avec un avocat commis d'office un quart d'heure avant l'audience, qui souvent d'ailleurs a plaidé contre son client. Et on savait très bien qu'il serait condamné à mort sur la base de dossiers parfaitement vide et dans des conditions tout à fait iniques. Donc là, nous faisons un autre travail. Moi, j'ai déposé une plainte à Paris pour eux, puisqu'ils sont français, le juge d'instruction parisien est compétent, pour séquestration arbitraire. Et j'espère qu'une instruction va être ouverte rapidement, car c'est à l'occasion de cette instruction que nous saurons réellement, j'espère en tout cas, quel a été le rôle de chacun, et notamment le rôle de la France dans ce transfert de Syrie en Irak. L'idée, évidemment, c'est de savoir ce qui s'est passé, mais c'est à plus longue échéance de tenter de trouver une solution avec la France afin qu'il soit rapatrié en France, quitte d'ailleurs à être jugé en France, car étant français, même si le crime a été commis à l'étranger, il pourrait aussi être jugé en France. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations très précises. Pour aussi que vous sachiez, on a parlé notamment de Serge Atlaoui qui a été condamné à mort, qui a été accusé
de trafic de drogue, que contrairement aux idées reçues, le trafic de drogue est le principal motif pour lequel la peine de mort est appliquée aujourd'hui dans le monde, devant le meurtre. Donc c'est aussi des choses qui sont importantes de savoir. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami cher Mektir, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un témoignage assez exceptionnel. C'est une des premières fois qu'il va témoigner de manière aussi précise sur son histoire devant vous. Donc je vais vite lui laisser la parole. Il va vous raconter ce qui lui est arrivé et ensuite, à la fin, on pourra évidemment poser quelques questions. Je te laisse la parole et encore merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Nicolas. Je suis Cheikh Mohamed Mkhaitir. Je suis de la Mauritanie. D'abord, excusez-moi pour mon niveau de français, car j'ai commencé de l'apprendre depuis un an, pendant l'année 2020, l'année passée. Et du coup, je n'ai pas un grand niveau. Comme je vous ai dit, je viens de la Mauritanie. J'ai fait mes études en Mauritanie où j'ai obtenu un master en économie et j'ai travaillé en Mauritanie en tant que comptable dans une société. Mais j'avais un travail parallèle comme un écrivain des articles sur la liberté d'expression, des articles contre l'esclavage et l'injustice sociale. La fin de l'année 2013, après l'un de ces articles, je suis rentré dans la prison parce que le procureur de la République à l'époque, il m'a accusé de blasphème d'apostat. Cet article parle de l'esclavage en Mauritanie, de l'injustice sociale, parce que la Mauritanie, c'est un pays qui applique l'esclavage jusqu'à maintenant. J'ai passé ma première année dans la prison sans le droit de visite. Je ne trouvais pas une visite et je n'avais pas un avocat pendant la première année. Je me souviens que j'ai passé les premiers 7 mois sans prendre de douche, sans coiffer mes cheveux, sans faire... dans des mètres carrés, on peut dire dans des mètres carrés seulement. Le 24 décembre 2014, j'ai fait mon premier jugement. C'est un jugement pendant 2 jours, le 24 et le 25. Et à la fin du jugement, le juge a dit son verdict de condamnation à mort à cause d'apostasie et de blasphème. Le même jour, j'ai retourné à la prison dans les mêmes conditions. À partir de ce moment-là, mon histoire est médiatisée dans certains sites de médias par le monde, surtout en France, certains journaux, certains sites de médias en France parlaient de mon cas. Du coup, pour le CPM, elle a travaillé avec moi pour trouver un avocat. Après quelques mois, j'ai trouvé quelques avocats, des avocats tunisiens et des avocats mauritaniens. J'ai fait l'appel contre le verdict qui a annoncé la fin de 2014. J'étais marié avant de rentrer dans la prison, mais selon le charia islamique, si quelqu'un a sorti de l'islam par blasphème ou l'apostat, le charia islamique dit qu'il doit séparer sa femme ou un divorçage forcé. Et pour cela, les hommes religieux en Mauritanie, ils ont pris une décision de divorcer ma femme et de la remarier avec une autre personne, qu'il soit un musulman. Je n'étais pas au courant concernant de
de cette décision-là, mais j'ai trouvé la formation après. Je me souviens que l'année 2015 ou des choses comme ça, qu'elle est divorcée forcément, elle est remariée avec une autre personne et elle a eu un enfant de son nouvel homme musulman. L'année 2007, à partir de l'année 2000, le fin de l'année 2015, les choses ont commencé de s'améliorer un peu grâce à l'ECPM, qui ont trouvé des avocats. C'est l'avocat, il était l'un des avocats qui a engagé pour prendre mon dossier et pour me défendre. 2016, j'ai fait mon deuxième jugement, le jugement d'appel. Et à la fin du jugement, le juge il a dit le même verdict, la confirmation de condamnation à mort. Pendant toutes ces années, j'étais isolé dans une cellule isolée. Je n'ai pas le droit de sortir, de rencontrer des autres personnes dans les prisons ou des visites, sauf la visite familiale de ma sœur Selma, qu'il m'a visité certaines fois. Je n'ai jamais vu le soleil parce que j'ai passé 6 ans dans la prison. Je n'ai jamais vu le soleil, sauf 6 fois pendant les 6 ans. 6 fois seulement pendant les 6 ans que j'ai vu le soleil, où j'ai sorti pour marcher un peu. Et grâce à les avocats, que j'ai les 4 avocats, j'ai fait mon 3e jugement au Cour suprême. C'était l'année 2017. Et le Cour suprême a décidé de faire un nouveau jugement. C'est un 4e jugement. J'ai resté toujours dans les prisons en attendant le 4e jugement. Et pendant le 4e jugement, c'était le novembre 2017, j'ai trouvé ma liberté, légalement ma liberté, mais le même jour, j'ai rencontré des personnes, des militaires devant les prisons. J'étais en train de sortir de la prison. J'ai rencontré des personnes militaires de la gendarmerie qui m'ont kidnappé vers un lieu inconnu. J'ai resté dans ce lieu-là pendant des 15 jours. Je ne sais pas où je suis. Je sais seulement que je suis dans les mêmes villes, mais où dans les mêmes villes, je ne sais pas. Après ces 15 jours-là, je savais que je suis dans une caserne militaire. Pourquoi? Ils m'ont expliqué rien. Ils m'ont dit, toi, tu es accusé de l'apostat et le peuple, il veut l'exécution de la mort contre toi. Je me souviens pendant l'intervention de Madame Jeanne Emmanuel, qu'elle a témoigné qu'à son enfance, elle a rentré dans l'école, elle a trouvé des personnes martyrs. Ces choses, je les vis pendant des 6 ans en Mauritanie. Des centaines de mille, je me souviens que pendant ma troisième jugement, c'est le 2e jugement, ils sont reportés vers le jour lendemain. C'est pourquoi? Parce que quand on a essayé de sortir de la prison, on est trouvé entre les prisons et le palais de justice, près d'une place, près de 500 000 ou 400 000 personnes. Toutes les personnes, ils ont mis des papiers avec le meurtre, un apostat, des choses comme ça. Pour ça, on est rentré dans la prison pour lendemain pour trouver une solution d'aller vers le palais de justice. Pourquoi j'ai rentré dans la prison? C'est à cause qu'il y a en Mauritanie, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté religieuse. Il y a de l'esclavage, il y a l'injustice sociale, certaines choses.
6 ans, je n'ai rencontré pas les membres de ma famille, sauf ma sœur, quelques fois seulement. Il y a la question pourquoi je rencontre ça pour vous. Ça, c'est pour vous dire que la liberté d'expression et la liberté de religion, ce n'est pas en constante évidence par rapport aux autres pays. Mais en France, c'est une exception. Cette liberté, cette valeur républicaine et cette valeur de laïcité ont besoin de vous, parce que vous êtes les hommes ou les femmes de l'avenir de demain. Après quelques années, la responsabilité sera sur vous. Et cette valeur-là a besoin des personnes pour la garder et pour combattre et travailler pour l'abolition de peine de mort par le monde. Et merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. On reviendra en détail sur ton histoire lorsqu'on pourra poser les questions. Juste pour être sûr que tout le monde est bien saisi. Donc tu as été condamné à mort, tu l'as dit, pour blasphème. Tout le monde sait ce que c'est, le blasphème. Donc c'est l'outrage, finalement, c'est le fait de critiquer ou, soi-disant, d'injurier une religion. Pardon ? Oui, notre ami vous a expliqué qu'il avait été condamné pour apostasie. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait pour une personne qui appartient à une religion d'abandonner sa religion. Quelqu'un qui, par exemple, est catholique, a été baptisé et renonce à la religion catholique. Mais l'apostasie n'existe pas chez les catholiques, n'existe pas en France. Personne ne sera jamais condamné pour ça en France. Mais malheureusement, et dans certains pays musulmans, et notamment en Mauritanie, le fait d'être musulman et un jour d'émettre une critique sur la religion fait de vous un apostat, donc quelqu'un qui aurait abandonné sa religion. Vous voyez, c'est important parce que c'est tout de même pour ça qu'il a été condamné, et c'est pour ça aussi que son témoignage est tellement important. C'est absolument fondamental. Avant de donner la parole à Antoinette, j'aurais pareil une petite question un petit peu plus personnelle. Déjà, je voulais te féliciter pour ton français. Tu as dit au début que tu avais appris le français il y a seulement 1 an. Je pense que ton témoignage était tout de même assez clair. On a tous très bien compris. Donc, bravo pour ça. Je pense que tu peux te rassurer sur la qualité de ton français. Est-ce que tu pourrais raconter aux personnes qui sont ici comment tu as appris le français finalement ? L'année 2014, l'époque où je rentrais dans la prison, j'étais nul en français. Je ne sais pas, bonjour, je ne sais pas les lettres ABC. Mais la dernière année dans la prison, j'ai un ami qui s'appelle Salek Najem, un ami mauritanien qui m'a supporté beaucoup, qui m'a aidé beaucoup. Il a commencé de m'envoyer des livres français arabe pour apprendre le français dans les prisons parce que j'étais seul et j'ai le temps de l'apprendre. Il m'a envoyé des livres pour les enfants de la crèche ou de l'école primaire, des livres de lettres français, comment écrire en lettres, comment prononcer en lettres en français. C'était des livres français arabes. Et du coup, j'ai commencé d'apprendre le français en ce moment-là, mais j'étais seul. Vous savez que pour apprendre la langue, il faut échanger avec une personne, il faut entendre la prononciation des lettres même ou la composition des phrases, les conjugaisons, parce que vous avez une langue très, très difficile, mais très riche aussi. Du coup, un an dans la dernière année dans la prison, j'ai passé cette année seul avec mes livres d'apprendre. J'ai appris les lettres, comment écrire. J'ai commencé d'apprendre un peu de conjugaison. Vous avez beaucoup de temps, mais j'ai appris les temps simples ou les temps composés. La fin de l'année 2019,
j'arrive ici en France à la fin de l'année grâce à les CPM qui m'ont offert une inscription à l'université à Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux actuellement. J'ai fait une année, j'ai inscrit pour une année de langue à l'université de Bordeaux. Comme ça, j'ai commencé de l'apprendre. Mais malheureusement, après 3 mois de l'inscription, je me trouvais dans le confinement, le premier confinement de 2020. J'ai arrêté les cours, j'ai arrêté de l'apprendre. Maintenant, je vais le reprendre à nouveau si j'ai trouvé la possibilité. Merci beaucoup et bravo donc, du coup, pour cet apprentissage très efficace. Oui. Alors pour conclure cette série d'interventions, et encore une fois après ce sera à vous de prendre la parole, je vais désormais donner la parole à Madame Antoinette Chahine, qui nous est originaire du Liban, qui habite au Liban, qui est arrivée à Paris hier, donc qui vient tout spécialement pour vous raconter son histoire. Antoinette, vas-y. Merci. Bonjour à vous tous. Je tiens en premier lieu à remercier Monsieur le Président de la région Normandie et toute l'équipe de Normandie pour la paix qui m'a invité à participer au Forum mondial Normandie pour la paix. C'est avec une très grande émotion que je vais témoigner devant vous. Vous les jeunes, qui représentez pour moi un si grand espoir. Je viens d'un pays malade, blessé, le Liban, la Suisse du Moyen-Orient, pays francophone, pays de la douceur, est tellement meurtri par l'explosion qui s'est produite dans sa capitale Beyrouth le 4 août 2020. Aujourd'hui, des maisons sont brisées. Il y a des centaines de martyrs que je pourrais appeler des martyrs de la négligence, des centaines de blessés, des centaines de jeunes qui quittent le pays pour tenter d'avoir un avenir. On ne trouve plus de médicaments. Des gens, des familles entières ont faim, mais je suis sûre qu'on la va sortir. Grâce aux pays qui sont à côté de nous, comme la France et le peuple français. Pour moi, rien ne pourra arrêter ma lutte. Malgré tout, je n'arrêterai pas ma lutte contre la peine de mort, contre la torture, contre l'injustice, car tous je les ai vécus. Après ma libération, j'avais 2 choix. Soit je restais à la maison, silencieuse, soit je faisais mon devoir envers les prisonniers dans les cellules. Bien sûr, j'ai choisi mon devoir, car, comme je vous ai dit, car tout j'ai vécu. J'ai vécu l'injustice, la torture, et j'ai été condamnée à mort. Encore depuis ma libération, je parcours le monde pour témoigner avec Amnesty International, l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et avec ECPM, Ensemble contre la peine de mort. Je dois vous avouer, j'ai une relation toute particulière avec ECPM. C'est une relation de partenariat, de confiance et d'amitié. Toutes les interventions auprès de jeunes, avec eux, tous les congrès mondiaux auxquels j'ai participé depuis leur mise en place en 2001, m'ont permis de trouver un nouveau sens à ma vie, en me mettant au service des autres. ECPM, personnellement, m'a soutenu pour me reconstruire en luttant contre la grande solitude que ressentent tous les anciens détenus. Elle a contribué aussi en intervenant au Liban, à m'aider à retrouver une nouvelle reconnaissance dans mon propre pays. Et encore aujourd'hui, elle est encore présente dans sa publication de la mission d'enquête sur le Liban,
intitulé « Vivons sans lettres ». Je voudrais ici encore remercier cette extraordinaire ONG et je voudrais leur dire devant vous, en mon nom, au nom de tous les prisonniers dans les cellules, partout dans le monde, de continuer à travailler. Ce que vous faites est extraordinaire. Vous êtes la lumière dans les cellules. Pour témoigner, ce que me paraît le plus important, c'est de pouvoir témoigner auprès des jeunes, car l'éducation des droits des humains peut permettre d'améliorer le monde. Je suis optimiste. Je suis optimiste car il y a dans le monde des gens comme vous. La paix, l'amour et le partage sont mes armes. Heureusement, il n'y a pas de haine dans mon cœur. C'est difficile de raconter mon histoire en quelques minutes. Je vais vous raconter les moments les plus pénibles de ma vie. J'aurais aimé vous épargner le récit de mon calvaire, mais en faisant de la sorte, je tournerai le dos à tous les gens qui subissent la torture. En ce moment même, de par le monde, à tous les gens qui se trouvent dans les couloirs de la mort, avec vous, jeunes du monde entier, et ici en France, le pays des droits de l'homme par excellence, je vous chanter l'hymne à la vie, l'hymne aux droits de l'homme. Avec vous, jeunes, je veux dire non, non à la peine de mort. Moi, j'ai tout vécu alors que j'étais très jeune. Oui, j'ai tout vécu, l'injustice, la cruauté d'être innocente et en même temps condamnée à mort, accusée de complicité de meurtre, torturée et puis obligée d'attendre 5 ans et demi dans l'obscurité d'une cellule trop étroite avant que justice ne soit faite. Voilà le pourquoi et surtout le comment de mon histoire. J'ai été arrêtée la première fois à la fête des mères au Liban, le 21 mars. C'était en 1994. J'étais jeune, étudiante, aucune expérience, très attachée à ma maman. J'ai été arrêtée simplement parce que mon frère Jean était membre des forces libanaises. Et ce parti politique chrétien était persécuté à cette époque. Il avait quitté le Liban, comme beaucoup d'autres, au début des années 90. Ils m'ont peut-être choisi parce que j'étais très jeune. Ils croyaient que j'accepterais de répéter tout ce qu'ils voulaient. De signer une déclaration affirmant que mon frère Jean était au Liban au moment de l'attentat contre l'église Sainte-Najat en 1994. J'ai vécu les tortures physiques et psychologiques que j'ai dû endurer pendant cette période. J'ai été libérée le 5 mai en 1994, sur preuve de mon innocence. Mais jusqu'où allait cette innocence? Le 5 juin de la même année, cet enfer a recommencé. Ils m'ont conduit au commissariat de Jounier. J'ai vécu des moments terribles. J'ai été torturée. J'ai connu tout genre de torture. Balanco, poulet, coups. Et quand ils voulaient s'amuser, ils me tenaient par les cheveux et me cognaient comme au mur, comme s'ils jouaient au ballon. Je vous épargne les détails d'une nuit lors de laquelle ils ont déversé sur moi de l'eau bouillante et ils ont dû appeler la Croix-Rouge. J'ai été torturée à tel point que j'ai dû être hospitalisée à 2 reprises. Le plus grand supplice, croyez-moi, fut la soif. Après avoir refusé de signer que j'étais complice de meurtre malgré tout, toute la torture et la souffrance que j'ai subie, on ne m'a plus donné d'eau. On m'a versé sur le front de sorte qu'elle n'atteint pas mes lèvres. Je ne plie pas de vous dire qu'il y a eu un médecin légiste qui a défié toute pression,
et écrit un rapport détaillé sur mon état après tout ce que j'ai subi. J'ai payé de mon corps et de mon sang. Et j'ai payé le prix de mon honnêteté car on m'a posé encore les mêmes questions sur mon frère Jean. Je suis restée 2 semaines dans cet enfer réservé aux femmes. C'est pour cela que je suis contre la torture. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour faire mon devoir envers les condamnés à mort et les prisonniers sous la torture, au Liban et ailleurs, car mon histoire se répète aux 4 coins du monde. J'ai été transférée à la prison des femmes à Baabda, accusée du meurtre d'un prêtre. Pendant 23 jours, j'étais dans une cellule, seule. Et je devais garder mes pieds en l'air car la cellule était trop petite pour que je m'y tienne allongée. Jamais je n'oublierai quand j'ai été opérée du pied enflé, dangereusement, suite aux maintes sortes de tortures. L'opération a eu lieu sans anesthésie. Dans ma cellule. C'était le 11e jour à la prison des femmes. Je ne pouvais recevoir de visite de ma famille, que j'ai vue pour la première fois après 1 mois et demi. Je suis restée 2 ans sans jugement, jusqu'au début du procès. J'étais convaincue de mon innocence. À chaque audience, je criais d'une voix aiguë « Je suis innocente » et je n'ai rien à voir avec ces accusations. Je ne voyais pas le soleil. Je ne pouvais pas sentir l'air frais. J'ai rêvé pendant 5 ans et demi d'embrasser ma mère, sans pouvoir la toucher. J'étais derrière un grillage. Et comme maintenant je suis une mère, je comprends très bien qu'est-ce qu'elle a vécu. Le verdict était prévu pour le 6 janvier en 1997. J'étais sereine car convaincue de mon innocence. Et j'étais sûre de retrouver ma famille, ma mère. J'étais persuadée d'être relâchée. J'ai préparé mes affaires, dit au revoir à mes amis de cellule. C'est une désillusion terrible qui m'attendait. Le verdict était condamné à mort. Donc, à l'annonce de ce verdict, j'ai crié « Je suis innocente » et je me suis évanouie. J'ai été victime d'une attaque de paralysie qui m'a laissée incapable de parler et de marcher pendant plusieurs semaines. L'injustice, c'est quelque chose de terrible. C'est pendant cette période qu'Amnesty International a publié un rapport qui stipulait que mon procès avait été inéquitable. Ce rapport, c'était une bénédiction pour moi et pour ma famille. Autres organisations s'intéressent à mon calvaire, comme la CAT, CSI, CSW et au Liban malgré la peur. Des lettres du monde entier affluent dans la prison de Baabda. Elles me sont adressées. Je les ai toutes lues. Évidemment, la plus grande souffrance des prisonniers, c'est la solitude. L'isolement, je ne voyais pas le soleil, je ne sentais pas l'air frais. Mais chaque lettre fut pour moi un rayon de soleil bénéfique. Il y en avait tant qu'un jour, le facteur, ne pouvant pas les transporter, a dû louer un taxi. Vous ne saurez jamais quel bonheur j'ai ressenti après ma sortie de prison quand j'ai pu mettre des visages sur les signatures de lettres reçues en cellule. Au bout d'un moment, mon avocat, maître Badou Aboudib, est parvenu à prouver la discrimination dont j'avais été victime et à obtenir le nouveau procès, et j'ai repris espoir pour que Dieu fasse éclater la vérité. J'ai retrouvé mes convictions et la certitude de mon innocence. Le nouveau procès a commencé en présence d'Abd Salam Sid Ahmad, l'observateur d'Amnesty International. Le 24 juin en 1999, le verdict devait être rendu. Je ne peux pas décrire la nuit qui a précédé et qui menait au destin final d'Antoinette Chahine, à mon dernier espoir. La peur d'être victime d'une injustice une seconde fois me dévorait. La Cour m'a jugée innocente
après 5 ans et demi. Mais j'ai perdu 5 années et demie de ma vie. Qui me le rendra? Qui peut effacer les traces de la torture sur mon corps? Qui peut rendre la santé de ma mère? Quand je suis sortie de prison, j'étais une extraterrestre. On oublie souvent qu'une fois libérée, ce n'est pas fini. Après la vie, c'est comme une autre prison. J'ai perdu beaucoup de choses pendant 5 ans et demi. C'est très difficile de se reconstruire. J'ai voyagé, j'ai bénéficié de bourses pour étudier en France. J'ai pu effectuer de nombreuses visites à travers le pays. J'ai reçu les clés de la ville de Sarlat. On m'a octroyé la citoyenneté d'honneur de ville de Cadenet de Digne. Et depuis la France m'est très chère. Enfin, j'ai reçu la médaille de l'Ordre national du mérite après avoir obtenu la nationalité française. J'ai raconté mon histoire. J'ai eu la chance d'avoir une famille très unie et des amis pour me soutenir, comme ma deuxième famille de CPM. Je me suis mariée avec Joseph, une personne exceptionnelle. J'ai eu 2 enfants, Joya et Rawad, ils sont ma joie. Et je sais au plus profond de moi que jamais je n'arrêterai mon combat. Ni le mot ne suffisant à énumérer les souffrances de la prison, mais le seul que je veux que l'on retienne de mon témoignage, c'est que la peine de mort doit être abolie partout dans le monde. Même si la souffrance en prison est permanente, je voudrais mon témoignage affirmer que la mort est vraiment la pire des solutions. Et j'espère que parmi vous jeunes, gens présents ici, il y aura un Robert Badinter. J'espère que vous serez nombreux à vouloir vous engager pour dénoncer les injustices dans le monde. Enfin, et surtout, j'espère que vous tous, vous allez dire toujours non à la torture, non à la peine de mort, non à la peine de mort, et oui, 1000 oui, un grand oui à la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va essayer de reprendre nos esprits. On va passer maintenant au temps des questions. Merci beaucoup pour ces mots très, très émouvants, Antoinette. Il reste une vingtaine de minutes. Maintenant, la parole est à vous. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants et tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, la première question est toujours la plus difficile, mais qui veut se lancer? Je pense que normalement, il doit y avoir des micros qui vont circuler. M'a-t-on dit, voilà, ils sont au fond. Donc, qui veut se lancer pour poser une question à chacun de nos intervenants ici présents ou sur la thématique de la peine de mort en général? Il n'y a pas de questions? En voilà une. Bonjour, alors je suis là avec pas mal de jeunes, vous les avez vus, ils sont très émus parce qu'ils font partie d'une antenne jeune Amnesty International. Vous en avez 2 responsables là, vous voyez que leur engagement est présent sur leur visage. Je voulais juste revenir sur un fait que vous avez dit à propos des démocraties qui posent le problème de l'abolition, et en particulier des États-Unis, parce qu'il y a un argument qui revient et qu'on n'a pas abordé aussi, qui est l'argument économique, qui dans les pays où les exécutions ne sont pas extrajudiciaires, en fait, le condamné à mort coûte beaucoup plus cher au pays qu'un prisonnier à perpétuité, et qui est un argument aussi qui devrait pouvoir frapper les pays démocratiques, et que je m'étonnais juste de ne pas avoir vu soulever aujourd'hui. Voilà. Tu réponds, tu veux... Il y a beaucoup d'arguments de ce type-là qui pourraient être invoqués, et je vous le disais, on est toujours très, très saisi, si vous voulez, de lire sous la plume de certains Américains qu'il faudrait abolir, non pas parce que la peine de mort est une peine barbare, mais parce que les condamnés coûtent cher, parce que il y aurait quelques erreurs judiciaires, etc. Non. Il faut abolir parce que la peine de mort est une peine d'un autre temps, c'est une peine barbare, incontestablement. Alors l'argument économique, il peut servir dans les 2 sens. Certains vont dire qu'un condamné à mort, surtout aux États-Unis, coûte effectivement beaucoup plus cher qu'un
un condamné ordinaire, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, parce que les recours sont nombreux, parce que les conditions de détention sont particulières, etc. Il y a en revanche d'autres pays où les exécutions étant malheureusement infiniment plus rapides depuis la date de la condamnation à mort, là, en revanche, coûte moins cher. C'est sordide de parler comme ça, mais bon. Mais l'argument économique, c'est vrai, a plusieurs fois été utilisé aux États-Unis. C'est un argument sordide parce qu'il n'a rien à voir avec la justice. On se prononce sur quoi? On se prononce sur un principe. Est-ce qu'on est pour ou contre l'idée qu'on peut couper un homme en deux pour rendre la justice? La question, elle est là. Alors, j'ai écouté, comme vous, Antoinette, avec beaucoup d'émotion. Mais je me souviens, la première fois que je suis allé au Liban pour parler de la peine de mort, un journaliste libanais m'a posé la question suivante. D'après vous, pourquoi est-ce que le Liban exécute de nouveau? Et j'ai fait cette réponse, mais dont je suis convaincu. Parce que la peine de mort, c'est populaire et parce que c'est pas cher. En fait, les États, comprenez bien que les États qui en réalité ne veulent pas mener de politique pénale intelligente, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à la population que la peine de mort est efficace pour faire croire qu'ils vont assurer la sécurité de la population. Mais ils savent très bien qu'elle est inefficace. Simplement, elle est beaucoup moins chère qu'une véritable politique pénale, criminelle, d'assistance, afin d'éviter la réitération des infractions, de formation des détenus, etc. Ça coûte beaucoup moins cher, mais on fait croire à la population qu'on est ferme en maintenant la peine de mort, alors qu'on sait très bien que c'est inefficace, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'une véritable politique de réinsertion des prisonniers. Voilà pourquoi elle est pratiquée. En fait, la peine de mort, c'est un mensonge. Et je vais vous dire une deuxième chose. Le meilleur moyen aujourd'hui de faire en sorte que les grands criminels ne soient pas condamnés, expliquez-le ça aux gens qui sont pour la peine de mort. La meilleure façon de protéger les grands criminels, c'est de maintenir la peine de mort. Pourquoi ? Parce que si un grand criminel commet un crime dans son pays, au Texas par exemple, un crime épouvantable, avant d'être arrêté, s'il est un peu organisé, il s'en va en France. On l'arrête en France. Le Texas va demander son extradition, va dire à la France, rendez-le nous pour qu'on le juge. Mais la France ne pourra pas le renvoyer s'il encourt la peine de mort. Vous comprenez ? La France n'a pas le droit. La Cour européenne des droits de l'homme l'interdit. Et la Cour de cassation en France l'a dit à plusieurs reprises. Donc cet Américain qui aura commis des crimes épouvantables au Texas, qui sera sur le territoire français, il ne pourra pas être jugé en France parce que le crime a eu lieu aux États-Unis, la victime est américaine, l'auteur est américain. Et il ne sera pas non plus jugé au Texas parce que la France refusera de le renvoyer. Donc si vous voulez protéger les assassins, maintenez la peine de mort. C'est ce que ces abrutis d'extrême droite n'ont jamais compris. C'est que maintenir la peine de mort, c'est le meilleur moyen de protéger les assassins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir fait part de votre témoignage très poignant. Et j'aurais aimé savoir comment fait-on pour se remettre d'un tel drame, une telle épreuve, pour pouvoir avancer dans la vie. Merci. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. Tu veux commencer ? C'est très difficile, bien sûr, de prendre. Moi, je me souviens, après quelques minutes de ma libération, Abdesalem Sid Ahmed, l'observateur d'Amnesty International, moi, j'étais dans la voiture avec mon frère aîné. Il a appelé mon frère sur le téléphone. Il m'a donné le téléphone, mais j'ai entendu
la voix, mais je ne savais pas c'est quoi. C'est trop difficile. Bien sûr, c'est trop difficile. Ce n'est pas l'histoire du téléphone, de tout. Moi, maintenant, je vois l'eau, le verre, c'était tout interdit. Seul et moi, je suis restée 1 an pour prendre mes yeux, pour savoir comment je peux marcher, comment je peux utiliser l'argent. Bien sûr, c'est pas. Et moi, merci beaucoup pour cette question. Moi, c'est mon rêve de créer une association pour aider les prisonniers juste après la prison. Parce que moi, j'ai de la chance. Moi, je viens d'une famille très unie. Je peux dire les plus grandes associations dans le monde, ce sont ma deuxième, ma famille maintenant. Et malgré tout, ce n'était pas la vie facile pour moi. Et Antoinette aussi, depuis sa libération, intervient régulièrement sur ce sujet comme aujourd'hui. Et on va notamment dans les écoles auprès des jeunes pour raconter son histoire. C'est aussi une des manières pour toi de continuer. Excuse-moi, c'est pour cela, pour vous dire aussi que vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Je suis là pour vous dire ce qui se passe dans le monde. Vous avez tout. C'est pour cela que je vous adressais un petit message. Bien sûr, regardez, c'est un sentiment extraordinaire si vous pouvez sauver la vie d'une personne. Et vous pouvez, c'est juste, devant l'ordinateur, tout le monde, on reste des heures devant l'ordinateur. C'est juste 1 seconde de cliquer sur un site, de signer une pétition pour la libération d'un prison. Vous ne savez pas qu'un séjour, vous pouvez voir un prisonnier, c'est vous que vous avez sauvé leur vie. Merci pour votre question. C'est une question très intéressante pour reconstruire la vie après cette torture, après 6 ans de l'emprisonnement et de l'isolement. La première étape que j'ai faite et la première étape que j'ai conseillé des autres prisonnières des autres pays, que j'ai les contacts avec eux pour le moment, de faire une suivi psychologique. Parce que la suivi psychologue, c'est une étape très importante après cette histoire, après cette expérience-là. Toujours les prisonniers, ils considèrent après la prison, juste après la prison, qu'ils sont tranquilles, pas de problème. Non. Les situations psychologiques, ce n'est pas comme les malades corporels ou des choses comme ça. C'est une autre chose qu'ils se réveillent après la libération d'1 année, 2 ans, 3 ans. Mais pour éviter ça et pour reconstruire la vie normale, il faut prendre un suivi psychologue. Pour moi, dès les premières semaines ici en France, j'ai contacté M. Nicolas pour lui parler concernant de la suivi psychologue parce que je lui ai dit que je me trouve que je suis vraiment, j'ai besoin d'une suivi psychologue parce que je me sens mal. 6 ans de l'isolation, 6 ans sans avoir le soleil. Même dans les prisons, c'est l'insultation quotidienne des gardes de la prison, beaucoup de choses. Du coup, il m'a renvoyé vers une psychologue à Bordeaux. Et j'ai suivi avec cette psychologue-là pendant 6 mois. Après 6 mois, elle m'a dit « Allez, monsieur, tu n'as pas maintenant besoin de cette chose ». J'ai remarqué que certaines personnes, certains prisonniers qui viennent de Moyen-Orient, Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Égypte, vivent maintenant en Europe, soit en Allemagne, en France. J'ai contacté certaines personnes pour leur conseiller de prendre un suivi psychologue au moins pendant 6 mois. Certaines personnes, ils s'en prennent la conseil en considération et sa vie maintenant c'est normal, ils témoignent, ils vivent une vie normale, mais il y a certaines personnes, ils sont refusés de prendre cette décision parce qu'ils considèrent, je ne sais pas ce que vous savez, la culture de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ils considèrent que chaque personne a une suivi psychologue, c'est un fou. Parce qu'il y a un jugement ou il y a un stéréotype contre la suivi psychologue généralement.
les personnes qui ne sont pas fait cette étape-là, ils souffrent jusqu'à le moment. Chacun ne peut pas reconstruire sa vie. Mais pour moi, pour reconstruire ma vie, j'ai commencé avec la suivi psychologue. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah, c'était vraiment la première, la plus difficile. Maintenant. Bonjour, merci déjà de votre témoignage et de nous accueillir. J'aurais une question pour vous, journalistes, avocats et les associations. Comment est-ce que vous rentrez en contact avec ces personnes condamnées si ils ne sont pas sur le territoire français? Comment est-ce que vous vous déplacez là-bas et comment ça se passe avec la justice dans les pays? On va répondre en plusieurs temps. Alors c'est toujours un problème délicat parce qu'on se heurte à la question, si on en parle, est-ce que ça ne va pas nuire davantage encore à la personne prisonnière? Donc là, je crois qu'on travaille pas mal avec les organisations humanitaires dans ces cas-là pour voir est-ce qu'on ne va pas faire plus de mal que de bien. Sinon, eh bien, il y a des lieux comme ceux-ci où on a l'occasion de rencontrer des personnes comme vous qui ont quelque chose à dire, qui mènent des actions et qui acceptent d'en parler. Et quelquefois, on est bouleversé parce qu'on sait que ça peut être très compliqué pour elles quand elles vont rentrer dans leur pays. Et donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Alors ça, c'est le point de vue peut-être journalistique. Puis, il y a les gens qu'on connaît aussi par d'autres réseaux. Et là, donc, à chaque fois, on discerne au cas par cas. Voilà. Richard, si tu veux dire 2 mots. Eh bien, prendre contact avec quelqu'un qui est détenu, parfois dans des conditions très très difficiles et très éloignées, c'est pas forcément simple, c'est vrai. Je vous avouerai que c'est très compliqué, par exemple, actuellement de correspondre avec les Français détenus en Irak et condamnés à mort. Serge Atlaoui, je suis devenu son avocat après sa condamnation, mais je suis allé le voir, évidemment, plusieurs fois en Indonésie. C'est compliqué, c'est loin. On peut de temps en temps, là, maintenant, parler un peu sur WhatsApp. Et puis les autres personnes qui encouraient la peine de mort que j'ai pu défendre à travers le monde, oui, bien sûr, c'est parfois des voyages compliqués, un peu éloignés. Il faut que l'ambassade de France intervienne pour qu'on soit autorisé à les voir, parce que le pays où ils ont été condamnés ou le pays sur le territoire duquel ils sont poursuivis n'ont pas forcément tellement envie de voir un avocat débarquer. Voilà, donc ça m'est arrivé parfois d'arriver dans certains pays très éloignés et d'avoir un petit peu de mal à rencontrer ceux que j'allais défendre. Globalement, je suis en train de réfléchir, mais globalement, et malgré les difficultés rencontrées, je ne crois pas avoir jamais été complètement empêché de les voir, pour l'instant. Et nous, en tant qu'association, comment on fait? C'est plutôt l'inverse, parce que c'est un sujet vraiment délicat, effectivement, comme vous l'avez dit. On fait extrêmement attention à ce que notre travail ne soit pas contre-productif dans le dossier individuel de la personne. C'est pour ça que les cas particuliers, c'est extrêmement délicat à manier. Il faut toujours que ça soit fait en bonne intelligence et en dialogue permanent déjà avec l'avocat, en premier lieu. Il ne faut en aucun cas intervenir sur le cas d'une personne si l'avocat n'est pas d'accord ou si l'avocat n'est pas au courant. Ou voilà, c'est l'avocat qui décide de la stratégie de la défense. Et bien sûr avec la famille quand on peut. Donc c'est souvent la famille qui nous sollicite ou les avocats qui nous disent qu'ils ont besoin d'aide. Et parfois on peut décider de ne jamais en parler parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Ça a été le cas de Serge Atlaoui. En accord avec Richard Cedillo, pendant au moins 7-8 ans, on n'en a jamais parlé. Il n'y avait même pas un mot sur lui sur notre site internet. Parce que la stratégie de la défense était, il ne faut absolument pas en parler. Si on en parle trop, les autorités indonésiennes vont peut-être s'en saisir pour l'exécuter, pour faire un exemple. Donc il faut faire profil bas. Ce qui n'est pas facile, il y a d'autres associations qui ont décidé quand même d'en parler malgré le désaccord de l'avocat, et ça a pu poser des problèmes, ouais, effectivement. Donc ce sont des sujets qu'on manie avec précaution. Est-ce qu'il y a d'autres... il y avait d'autres questions, oui. Bonjour, je voulais savoir comment vous interprétez le fait qu'en France,
la peine de mort, ça pose encore des débats que certaines personnes militent presque pour le rétablissement. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de problèmes dans la justice française ou c'est quelque chose qui demeurera toujours à cause du facteur émotionnel de chaque affaire? Rapidement, moi je ne suis pas très inquiet. De toute façon, la peine de mort, elle ne peut pas être rétablie en France puisqu'elle a été abolie grâce à Robert Badinter et grâce à Jacques Chirac. Juridiquement, on ne va pas entrer dans les détails, mais elle ne peut pas être rétablie à moins de modifications juridiques tellement complexes que c'est impossible. Bien sûr, mais vous avez raison, il y a un sentiment parfois chez certains qui vont réagir de façon un peu abirato, c'est-à-dire de façon un petit peu irrationnelle, un petit peu angoissée lorsqu'il y a eu un crime épouvantable. Maintenant, moi, je ne suis pas inquiet. Il y a des sondages qui sont, à mon avis, de très mauvais sondages, qui laissent à penser que les Français seraient encore majoritairement favorables à la peine de mort. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est des sondages qui ont été faits souvent après un fait divers. Alors, les gens sont un petit peu sous le coup de l'émotion. Je suis maintenant convaincu que si demain, c'est impossible juridiquement, mais admettons que ça le soit, qu'il y ait un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, il y aurait un débat politique. On entendrait les gens qui connaissent la question. Et je suis sûr alors qu'à l'issue de ce débat national, les Français se prononceraient très majoritairement contre la peine de mort. Je ne suis pas soucieux. Je pense que ces sondages sont des sondages mal faits, populistes, qui sont faits pour complaire à je ne sais qui. Mais moi là-dessus, je vous rassure, j'ai aucune inquiétude. Et de toute façon, juridiquement, c'est impossible. Donc, donc juridiquement, c'est impossible, mais même si on faisait la fiction, ce serait dramatique pour la France. Parce que ça voudrait dire qu'on foule aux pieds les conventions internationales qu'on a signées. Donc on perdrait toute crédibilité. Donc c'est à la fois impossible et stupide. Deuxièmement, c'est vrai, comme vous le disiez, à chaque fois qu'il y a des faits divers ou des attentats, ça revient. Mais enfin, franchement, vous pensez vraiment que rétablir la peine de mort, ça empêcherait des terroristes d'agir alors qu'ils ont le culte de la mort? Pas du tout. Donc ce serait vraiment une stupidité. Et là, c'est vraiment la question de regarder les choses avec sang-froid et de ne pas céder à la pression de l'indignation devant le mal et devant les attentats qui ne doit pas se transformer en esprit de vengeance, parce que ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Alors, je voulais savoir, nous les jeunes, comment pouvons-nous aider ou interagir ou amener des propositions ou notre opinion sur ce sujet au niveau de nos lycées ou d'une association que nous gérons? Une très bonne question. Est-ce que l'un d'entre vous par rapport à vos histoires, est-ce que vous voulez réagir sur comment les jeunes peuvent vous aider? Merci beaucoup pour ces questions. Maintenant, vraiment, je suis très contente. Je sais que notre témoignage ou ce débat, tout ça sert. Comment vous pouvez, moi personnellement, je vous ai raconté que c'était la lettre que j'ai parlé avec eux parce que la solitude, c'est quelque chose de terrible. Hein. Maintenant, avec la technologie, avec tout ce qui se passe maintenant, avec l'informatique, chaque association, il a un site, vous pouvez cliquer, par exemple, il y a des sites d'Amnesty, de CPM et d'autres associations, vous pouvez signer une pétition, comme ça, c'est bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire, que maintenant, vous pensez à aider. Moi, je vous remercie beaucoup, vraiment. Et la manière d'aider la plus simple, c'est effectivement de rejoindre des associations qui font des actions. Donc, on a des représentants d'Amnesty dans la salle. Nous aussi, CPM, on travaille avec des bénévoles. Il y a énormément d'autres associations. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, le plus facile, c'est de les rejoindre et d'essayer de donner de son temps pour les aider à organiser des actions.
Les pétitions, comme l'a dit Antoinette. Antoinette dit souvent que c'est ce qui l'a fait tenir en prison, c'est aussi de recevoir des lettres, des courriers. Donc il y a beaucoup de petites choses concrètes et aussi d'en parler autour de vous, de parler de ce que vous avez entendu aujourd'hui, d'essayer de réfléchir ensemble pour faire comprendre à des personnes qui se posent des questions sur ce sujet que la peine de mort ne peut pas être une réponse. Ce n'est pas un sujet si simple. C'est vraiment le sujet en particulier sur lequel, quand on commence à y réfléchir, notre position change. On est souvent pour la peine de mort lorsqu'on n'y a pas vraiment réfléchi, lorsqu'on n'est pas au courant des chiffres, lorsqu'on n'est pas au courant de la situation, etc. Mais quand on commence à avoir les infos, quand on a des témoignages en face de nous, évidemment, quand on se rend compte que ce n'est pas si simple et que ça ne peut pas être une solution. Donc c'est important d'en parler autour de nous et de dialoguer par rapport à ça. Okay. Vas-y. Merci beaucoup, merci pour votre question. De mon avis, je pense que on a en France des valeurs républicaines, des valeurs de laïcité. Et pour aider les autres personnes, il faut d'abord protéger ces valeurs en France. Parce que l'existence de la France actuelle, c'est une garantie pour combattre avec des autres personnes pour l'existence de l'STP1, pour l'existence de certaines choses. De combattre pour garder ces valeurs républicaines et les valeurs de laïcité, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de menaces contre ces valeurs et contre tous les valeurs républicaines, toutes les valeurs laïcité, soit des menaces religieuses, soit des menaces idéologiques. Il faut être prudent, il faut être présent pour protéger ces valeurs, et pour construire un mur entre vous et ces valeurs, les autres valeurs. Merci beaucoup. Il est midi 5, on va prendre, c'est la fin. Je vais juste prendre une dernière question. Et après, on va clôturer le débat. Oui. Alors, je ne sais pas. Là, il y a une jeune fille qui demande à prendre la parole. Et il faut choisir, désolé. Je voulais vous remercier déjà de votre présence. J'ai toujours été une fervente défenseuse de l'abolition de la peine de mort. Donc, merci beaucoup pour votre investissement et tout ce que vous faites. Alors, ma question aujourd'hui, ce serait pour revenir rapidement à tout ce qui a été économie, parce que j'ai trouvé ça en fait intéressant. Est-ce qu'en fait, tous les pays, imaginons nous avons un pays pauvre qui pratique la peine de mort, est-ce que tous les pays auraient la possibilité de mettre en cours des démarches qui seraient donc assez onéreuses pour avoir une justice juste et complète envers les clients, les accusés? Est-ce qu'en fait, ou sinon il y aurait une alternative pour eux, mais est-ce que la justice est possible partout? Je pense que Richard, une vaste question. Malheureusement, c'est la dernière, donc il va falloir être bref. Mais... Oui, on va aller très vite, parce que c'est une question intéressante, mademoiselle, mais elle mériterait de très longs débats. La justice est une chose qui peut être chère, très chère, et évidemment, dans les pays les plus pauvres, c'est extrêmement compliqué. Il y a des pays, par exemple, où, vous voyez, je défends actuellement un jeune homme qui a été arrêté aux Seychelles parce qu'on lui reproche d'avoir tué sa petite amie. Bon. Alors qu'en réalité, moi, je rapporte la preuve que c'est un suicide. Heureusement qu'il est français, heureusement. Parce qu'il y a une enquête qui est menée parallèlement en France. Bon, alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais grâce à l'enquête française, on a des rapports d'analyse d'une très haute technicité, faits par des médecins d'un très haut niveau, par des laboratoires d'excellence, qui nous rapportent la preuve de son innocence. Mais s'il n'avait pas été français, s'il avait été simplement séchellois, il n'y aurait aucune raison que des laboratoires extérieurs interviennent. Vous comprenez? Et dans ces cas-là, je ne suis pas convaincu qu'il n'aurait pas été condamné rapidement. La justice, une justice de qualité, notamment scientifique aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Et on est prêt en France, encore, heureusement. Parfois, un juge va désigner un expert pour examiner un poil ou un cheveu trouvé sur la scène du crime. Ça peut coûter 10 000 €, ça.
il y a des pays qui ne peuvent pas et qui, en plus, n'ont pas la technique, n'ont pas les laboratoires qui le permettent. Et évidemment, on peut supposer alors que le taux d'erreur judiciaire est infiniment plus important. La justice, c'est effectivement, notamment la justice pénale, peut coûter très cher, mais elle le mérite. Elle le mérite. Mais bien sûr, plus elle est sophistiquée, plus on parvient à des résultats précis. On dit aujourd'hui, par exemple, que le crime parfait est devenu impossible compte tenu du degré de sophistication des analyses auxquelles on peut faire procéder. Et ça n'est pas impossible. C'est probablement vrai dans nos États. En Europe, ça l'est beaucoup moins dans des pays beaucoup plus pauvres qui sont loin d'avoir les moyens qu'on a. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne conclusion. Moi, je voudrais juste compléter. Oui, la justice, effectivement, coûte très cher et parfois compliquée à mettre en place dans certains pays, mais la base, et c'est ce qu'on essaye de convaincre, de dire partout dans le monde, la base, et qui coûte pour le coup pas cher, c'est qu'une justice doit se construire autour d'une chose, déjà au départ, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est qu'une justice ne peut pas se construire autour du meurtre supposé de quelqu'un. Pour nous, c'est le tout début de la construction d'une société. Ça passe par la protection du droit à la vie et l'abolition de la peine de mort. Merci beaucoup d'avoir été si attentifs. Comme je le disais, on a un stand juste en face. Si vous voulez de la documentation supplémentaire, n'hésitez pas à vous y rendre. Peut-être que nos deux témoins seront aussi dans les parages et pourront répondre à certaines questions si vous le souhaitez. Merci encore et j'espère que ça vous a intéressé. À bientôt. Excusez-moi, j'ai un petit message pour ce midi. Donc vous avez la possibilité de rester déjeuner dans cette salle jusqu'à 13h15. Voilà, bon appétit.